Bonjour Jean-Pierre, Bonjour Ludovic, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vais essayer merci à toi de m'avoir invité. ça me fait plaisir. Si je t'invite, c'est que voilà, je suis heureux Moi de te aussi, moi recevoir. aussi. On est dans le plaisir et dans la joie. Alors, je vais essayer de présenter quelques-unes de tes activités, en fait, des activités qui ont pu jalonner ton parcours. Alors, tu es fondateur de la maison d'édition Aluna. Donc, c'est toujours une maison d'édition spécialisée dans la spiritualité, notamment. Et c'est une maison que tu as cédée afin de L'année te... dernière, c'est Voilà, ça. bon, bah, c'est tout récent finalement. Afin de te consacrer à Native, qui est un média grand public dédié au peuple racine. Et tu es directeur de la publication de Native. Tu as le président aussi de l'association Chendukwa pendant Wow, 10 ans. super. J'essaie voilà, de bien prononcer. Donc, c'est une association qui accompagne les peuples indiens d'Amérique du Sud et particulièrement les Indiens Kogi qui viennent du nord de la Colombie. Et le but, c'est de racheter leurs terrains finalement qui ont Alors, été terre ancestrale, on expropriés dirait, oui. qui ont été donc expropriés pour leur restituer. Et tu as également écrit un ouvrage intitulé Itinéraire d'un amoureux de la vie, qui retrace quelque part ton parcours un peu dans la spiritualité, si on peut dire. On va le qualifier comme ça pour Mhm. l'instant. Et en parlant de cet itinéraire, donc ça va être un peu ma première question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des rencontres et des maîtres que tu as pu croiser et des personnes qui ont eu une importance sur ton parcours et sur le parcours qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? D'accord. Alors, j'ai déjà commencé par quelque chose qu'on appelle la vie. Parce que la première chose que j'ai rencontrée, c'est lors de ma venue au monde. Je suis né dans des conditions extrêmement complexes, et pour moi et pour ma mère. Et donc, en fait, la vie m'a doté d'un handicap physique depuis la naissance, en fait, hein. J'ai des problèmes de l'ensemble du côté gauche du corps, en fait, hein. Mains, jambes, pieds, peut-être dans le cerveau aussi, ça a dû déconner. Mais donc, ça, moi, ce que j'ai senti tout enfant, en fait, c'est que cet accident, qu'en est pas un, a ouvert quelque chose en moi qui serait peut-être ouvert plus tard, mais qui serait pas ouvert tout seul, en tout cas, quoi. Donc, j'ai un copain médecin qui est parti au ciel qui m'a dit un jour en me regardant, et au bout d'une demi-heure, il m'a dit, j'ai compris ce que tu as eu, Jean-Pierre. T'as commencé en faisant une NDE à la naissance. Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc ça a créé forcément, souvent, j'entends chercher les chercheurs spirituels qui parlent de manque. Et en fait, moi, ça, c'est pas, je parle pas d'un manque, je parle d'un appel. Ça a créé un appel à l'intérieur de moi, de enfant, de me dire pourquoi je suis là en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que la vie? J'avais 6 7 8 ans, tu vois. Et puis à 10 11 ans, je suis quand même dans une situation physique compliquée, hein. Pour être clair, cette main-là, elle est bloquée comme ça ici, là, elle bouge pas. Et le pied gauche a 7 centimètres de moins que la jambe droite. Et un jour, je me rappelle comme si c'était hier, bien sûr, je me retrouve à courir, qui était un truc compliqué pour moi de courir, hein. Je me retrouve à courir dans la rue où on habite, qui est une impasse à côté de Paris. Et en fait, là, je sais pas ce qui se passe, mais je ressens dans mon corps comme une sorte de vibration, je ne sais pas dire autre chose. Je mettais pas de mots sur ce que je chantais, hein. Les mots sont venus après, bien sûr. Mais comme si j'avais une vibration dans le corps qui me traversait. Je sentais des vibrations dans le sol, des vibrations dans les immeubles. Et au fond de la rue, il y avait une forêt et je sentais comme une sorte de vibration au travers des arbres. Donc ça m'a quand même extrêmement frappé. Ça a duré plusieurs minutes. Combien de temps, j'en sais rien. En plus, quand t'es môme à 11 ans, t'as pas de référence de temps, etc., hein. Ça a eu plusieurs conséquences. La conséquence principale, c'est que j'ai dit à ma mère, peut-être 15 jours après, que je souhaitais arrêter l'enseignement catholique. Elle m'a juste demandé d'aller jusqu'à la communion et je me suis arrêté tout de suite après, en fait. Comme si ça avait déconnecté chez moi quelque chose et probablement ouvert quelque chose d'autre. Euh, Premier renseignement que j'ai rencontré, j'ai 15 ans, 16 ans, c'est un bouquin, hein. C'est
J'ai dû commencer avec Fragment d'un enseignement inconnu de Ouspensky. Ouspensky est un disciple de Gurdjieff. C'est mon meilleur ami de l'époque qui me met sur le bouquin entre les mains. Et je rentre à 18 ans dans un groupe Gurdjieff. Là aussi, il y a des moments comme ça, tu t'en rappelles. Je m'assois en méditation. Il y a un homme, une femme qui sont là, Roger et Marguerite. Ils sont partis tous les deux maintenant. Et à la fin, on fait un exercice de méditation. Et donc, fermez les yeux et sentez l'énergie qui est sous vos pieds et sentez vos jambes. Donc, on fait un exercice de parcours dans le corps, etc. Et grâce à l'handicap physique, en fait, j'avais cette capacité de sentir dans mon corps ce qui se passait de façon extrêmement précise. Quand j'étais enfant, les docteurs me disaient, mais où vous avez mal? Et je leur disais, j'ai mal à tel endroit, à 3 centimètres sous la peau, et la douleur, elle est à peu près cette taille-là, tu vois. Donc moi, je descendais dans mon corps, c'était extrêmement simple de rentrer dans cette méditation, dans ce contact avec le corps, etc. Gurdjieff a duré pendant une dizaine d'années, en fait. Alors, je vais pas dire ça. Gurdjieff dure toujours, en fait. J'ai toujours la sensation d'être toujours accompagné par les gens que j'ai rencontrés, en fait. Mm. J'ai jamais eu la sensation de quitter un enseignement pour aller dans un autre. Il y a une sorte de glissement qui se passe, mais en fait, j'ai encore des contacts avec les gens de l'enseignement Gurdjieff aujourd'hui, quoi. Et je suis toujours très très proche de mes amis de l'époque. Euh, je vais pas tout raconter, ça va être trop long sans ça. Mais après, je rencontre le chamanisme au travers de Louis Sansa. Mm. Pareil, par hasard, je m'intéresse au catharisme et en prenant des bouquins du catharisme, je tombe sur Henri Gougaud. Henri Gougaud a écrit Cette plume de l'aigle. Bon, voilà. Et je rencontre Louis et je le vois pendant une dizaine d'années. À un moment, je vais essayer de raconter un moment fort. Chez Gurdjieff, un des moments les plus forts, c'est on est à 150 kilomètres de Paris, dans les ruines d'une chapelle qui était la maison d'un des responsables du groupe. Et en fait, je suis assis en face de lui, on est une vingtaine, je suis assis en face de lui, sur une sorte d'estrade, lui sur une estrade. On est tous les deux au bout de la pièce. Et on commence la méditation, en général, il dit toujours fermez les yeux, tu vois, on est assis, etc. Et il dit fermez les yeux, je le regarde et je ferme pas les yeux. Et je suis resté pendant 1 heure et quart, les yeux dans les yeux avec lui. Il s'est passé un truc c'était pas une méditation, c'était pas la même méditation, en fait. Voilà. Donc, ça, chez Louis, ça a été une conférence au bout d'années et d'années. J'étais en train de le quitter quasiment, en fait, hein. Ça a été une conférence au bout d'années et d'années. Et je suis au premier rang, il y a une femme qui est assise à côté de moi qui pose une question à Louis. J'ai aucune mémoire de la question. Mais Louis retourne sa tête vers moi, me regarde dans les yeux et me dit, arrête de chercher, laisse-toi trouver. Arrête de chercher, laisse-toi trouver. Et ça fait boum à l'intérieur de moi. Bon, voilà. Et puis, bon, je suis passé de Paris à Toulouse entre-temps. Je suis ami avec un acupuncteur qui est un mec exceptionnel, il s'appelle Jean-Pierre. Le fils de Jean-Pierre, qui est un jeune mec de 22 ans, s'intéresse à la spiritualité. Son père lui met pas mal de bouquins dans les mains, dont Je suis Nisargadatta. Bienvenue au club pour ceux qui connaissent pas et bienvenue au club pour ceux qui connaissent. Hein. Et puis, Gilles, il s'appelle. Gilles fait le lien entre Nisargadatta et Ramesh Balsekar, trouve des livres de Balsekar en français, il y en avait très très peu à Mm. l'époque, mais trouve les coordonnées de Ramesh sur Internet, un numéro de téléphone, appelle, Ramesh décroche et lui dit en anglais, mais je suis à Bombay à mon domicile, je reçois tous les matins à 10 heures du mat, venez quand vous voulez. Et je vois mon ami partir avec son fils à Bombay et revenir, c'est pas le même moment en partant et en revenant, on fait une Mm. séance d'acupuncture à son retour et je lui dis, ah, le chemin est fini chez toi, comme ça. Pourquoi? Comme si je sentais que la recherche s'était arrêtée, que ça a été une sacrée rencontre. 6 mois après, il passe à la maison, on déjeune, et il me dit, tiens, faut que je te montre. J'ai un film que j'ai fait chez Balsekar, qui dure un film vidéo, qui dure une quinzaine de minutes. Et en fait, alors Ramesh parle en anglais, j'ai un anglais qui est pas vraiment fluent, comme ils disent les mecs là, qui est pas fluent du tout. Et Ramesh parle du noumen et du phénomène, tu vois. Simple. Et, et en fait, euh, je sais pas ce qui se passe. Jean-Pierre s'en va. Je reste assis, tranquille, et tout d'un coup, j'ai le cœur qui s'ouvre. Je sais pas comment dire autrement. Ça s'ouvre, ça s'ouvre.
Ça s'ouvre et ça s'ouvre pendant une semaine. Pendant une semaine, c'est ouvert, en fait. Et donc, forcément, je vais taper à la porte de Monsieur Ramèche quelques mois après, dans des circonstances bizarres. La vie s'organise pour emmener la banque. Bon, très bien. Et la rencontre est magnifique. La rencontre est magnifique. J'arrive épuisé chez lui parce que j'aime pas les vols en avion. Mm. J'ai failli m'écraser en avion à New York quand j'avais 25 ans et depuis, j'ai la trouille de monter dans un avion, en fait. Beaucoup moins maintenant, mais j'avais la trouille de monter dans un avion. Et en fait, prendre un avion, c'était pas mon truc, quoi, tu vois. Donc, je vais à Bombay et après, je me retrouve dans un voyage en Inde. Et en fait, j'arrive épuisé chez lui. J'ai pas dormi ni du vol ni de la nuit. Mais c'est pas grave. Et je rentre. Je pense que mon ami traducteur Philippe de Henning avait passé un coup de fil à Ramèche parce que je suis attendu. Murti, qui est son homme de confiance, en fait, me dit Jean-Pierre, tu vas t'asseoir dans la haute chair. Bon, d'accord. Et j'arrive, on me met dans la haute chair, on me met un micro, je leur dis, one moment, I don't speak English, I speak only French. Ils me disent, pas de problème, il y a une femme qui arrive, qui s'assoit à côté de moi, qui fait la traduction. Et on parle comme ça pendant 1 heure et demie avec Ramesh, quoi, tu vois. Donc ça reste. Et à la fin, je vais me rasseoir sur une chaise derrière, et la femme qui est à côté de moi, qui est une indienne, qui a une soixantaine d'années, moi à l'époque, c'est en 2000, en 2005, donc j'ai presque 20 ans de moins, j'ai 40, 45 ans. Et dit à Ramesh, je sais pas ce qui se passe maintenant, mais j'ai jamais vu ça depuis que je viens chez vous. Qu'est-ce qui se passe entre vous et cet homme? Euh, D'habitude, les gens qui viennent là viennent dans le cadre d'un processus intellectuel. Et avec lui, on sent pas du tout ça. Avec vous, c'est, 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 c'est comme si vous connaissiez, comme si c'était une fraternité. Et Ramesh dit, effectivement, d'habitude, ça se passe plutôt par le mental, mais avec lui, avec Jean-Pierre, ça se passe de cœur à cœur. Bon. Donc, tu vois, je reste 3 jours et après, je m'en vais visiter l'Inde, visiter l'Inde, visiter un petit bout de l'Inde, le Oui. Rajasthan. Et puis, je retourne chez Balsekar l'année d'après avec des amis. On reste une dizaine de jours. Ça a été. Et Philippe de Henning est avec nous, donc on peut parler avec lui en traduisant, etc. Donc, ça recommence, quoi. Ça repart pour un tour avec des discussions d'1 heure, 1 heure et demie qu'on finisse pas. J'ai les vidéos quelque part. Il faudrait d'ailleurs que je les donne à YouTube. Si à un moment il y a quelqu'un qui veut m'aider à ça, je suis nul, moi, On pourra en parler si tu veux. en truc, mais c'est pas grave, quoi, voilà. Et puis, on va dire que avec Ramesh, la recherche s'arrête totalement. Il se passe un truc quelques mois après ma deuxième visite chez lui, en octobre, fin septembre 2008. Quand je dis un truc, c'est ce que je décris dans mon bouquin. J'appelle ça la nuit de feu. On peut parler d'un éveil. On en parlera plus tard, en fait, hein. Et puis, il y a plus de recherche. Il y a vraiment plus rien. Et puis, des années après, il y a 5, 6 ans, 7 ans. Ouais, c'est ça. Les, la vie m'emmène Mm. par un chemin encore inexplicable devant une dame qui est la femme qui a succédé à Lillian Silburn. Lillian, c'est une femme qui a étudié, qui a été maître de recherche au CNRS sur les traditions orientales, le shivaïsme du Cachemire, qui a écrit des bouquins extrêmement profonds, profonds intellectuellement et profonds à plusieurs niveaux en fait. Et la dame qui lui a succédé à l'époque, à 90 ans, et vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Lillian Silburn, Une vie mystique. Mm. Et c'est deux copines à moi à l'époque, que je connais depuis Gurdjieff. Tu vois, quand je dis que j'ai pas arrêté Gurdjieff, deux amis que je connais depuis l'âge de 20 ans me disent, un jour je suis chez elles et je leur dis, je sais pas ce que vous faites les filles, mais je trouve qu'il y a une transformation intérieure chez vous. Je vous sens apaisé, comme je vous ai jamais senti, etc., etc. Je dis, vous faites quoi? Comme ça, comme tu dirais, qu'est-ce qu'on mange à midi, hein? Mm. Et elle me dit, en fait, on voit une dame, qui s'appelle Jacqueline. Et des mois après, elle me dit, tiens, Jacqueline va sortir un bouquin que j'aurais pu éditer. En fait, mais c'est José Leroy qui l'éditait chez Almora, c'est parfait comme ça, qui s'appelle Lillian Silburn, Une vie mystique. J'achète le bouquin et je prends un avion pour aller me reposer en Guadeloupe. Je suis sur la plage en Guadeloupe, il y a du monde autour de moi, il y a du bruit, quoi. C'est vraiment, c'est pas une retraite méditative, hein, tu vois. Oui, oui. Je lis le bouquin me touche à un point incroyable, notamment sur le plan du cœur, comme si
comme s'il y avait une deuxième ou une troisième ouverture au niveau du cœur, en fait. La nuit, j'ai l'impression d'être visité par des courants spirituels, on va dire autrement, ça me réveille, comme si j'avais des courants spirituels lumineux qui venaient me visiter. Wow, il y a pas beaucoup de bouquins que j'ai pris qui m'ont fait un effet pareil, quoi. Et donc en rentrant, j'écris à Jacqueline. Elle m'appelle un jour, je suis dans une bagnole entre chez moi et un rendez-vous professionnel. J'ai 150 kilomètres, je fais les 150 kilomètres avec elle. Je la prends en sortant de chez le client, elle m'appelle et je raccroche en arrivant à la maison. Et elle me dit, quand est-ce que vous venez à Paris? À la fin, bah, je lui dis, je viens à Paris dans un mois au Salon du Livre et je me retrouve chez elle. Quand je suis chez elle, on parle pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et je ferme les yeux et je me retrouve pendant 2 heures. Voilà, je me retrouve pendant 2 heures. C'est pas une méditation, c'est autre chose. C'est ce que je pourrais appeler, c'est ce que Liliane appelait une plongée. C'est vraiment autre chose, quoi. Voilà. Voilà. Trouver des mots sur tous ces états-là, c'est toujours compliqué, je trouve. Ramener ça dans un langage tangible et décrire une situation qui, elle, est indicible, Mm. c'est vraiment compliqué, je trouve. Je Quand trouve je ça mets des mots passionnant. sur cette expérience d'enfant à 7 ans de courir dans la rue, je me force. C'est pas simple, tu vois. Voilà. Et donc, j'ai rencontré cette femme il y a maintenant 8 ans et merci la vie, quoi. Mm. Et puis je crée Aluna. Donc, en créant Aluna, je rencontre plein de gens, quoi. Alors, j'ai édité les bouquins de Balsekar, j'ai édité les bouquins deux bouquins de Nisargadatta. J'ai rencontré et Wen Corman, le disciple de Ramesh. J'ai édité le bouquin du disciple de Wen que je ne connais pas, qui est un Américain qui vient pas en Europe. Puis j'ai rencontré plein d'autres gens, Marion et Gérard. J'en oublie, hein, Gérald et Pierre. Mm. Euh, je regarde devant moi, je lève les yeux parce que j'ai les bouquins devant moi, mais du coup, comme je suis Miro, peut-être que je mette les lunettes, ça sera mieux. Voilà. Une femme qui avait fait des photos fantastiques, qui est plus là, qui s'appelait Dominica, qui avait fait des portraits de sages, noirs et blancs. Donc, elle a des photos de Wen, de Ramesh, de Douglas Harding, de Amma, etc. Les photos sont waouh. Donc ça, c'est un des premiers bouquins que j'ai fait, en fait. Et la maison d'édition, c'est parti sur une discussion à la fin d'un séminaire avec Wen, où on se retrouve à 7 ou 8. Et quelqu'un dit, tiens, on pourrait peut-être éditer le prochain bouquin de Wen, que Philippe avait été en train de traduire. Moi, à l'époque, j'avais un cabinet de conseil en finance et il y a mon copain banquier qui me met sa main sur la main qui dit, oh bah Jean-Pierre, t'aimes bien faire des affaires, toi, tu vas nous faire ça. Ça vaut combien, à ton avis, faire un bouquin? Ça coûte combien? Je leur dis en déconnant, je sais pas, 4000 balles, 5000 balles. Faire Bah, des affaires avec une maison d'édition, c'est on est assez, 8, quoi. On est 8, on met assez 500 audacieux. euros chacun, puis on le fait, si vous voulez. Allez, hop, banco. Au dessert, c'était prêt. On va voir Wen au dessert, et c'est parti, quoi, hein. En voiture Simone, et je crée Aluna au départ en association, et après, je la transforme en société. Mhm. Et je pars avec 4000 euros, mais du coup, après, j'ai compris comment que ça fonctionnait. Il faut un peu plus de 4000 euros pour démarrer une maison d'édition. Donc, j'appelle des copains, je leur dis, ça vous dit de mettre de l'argent dans une maison d'édition avec moi? J'essaierai de vous rendre le pognon que vous mettez dedans. Vous attendez pas de la rentabilité. J'avais compris que c'était quand même extrêmement compliqué tout Bah ça. oui. Et les, les petites maisons d'édition spirituelles, c'est quand même, voilà. Euh, et puis, bah, voilà, j'ai décrit. Donc, j'ai suivi, si tu veux, pratico-pratiquement, 4 enseignements spirituels, chacun pendant à peu près une dizaine d'années, en fait, plus ou moins, qui m'ont amené des choses assez différentes, mais complémentaires. Voilà. Après, tu pourras me poser des questions, peut-être qu'on ira plus loin là-dedans, quoi. Bah justement, là, j'ai une question parce que tu as soulevé un mot Et on a oublié deux choses là-dedans, c'est un, la rencontre avec les Indiens, ouais. les peuples autochtones, etc. On en parlera. Et deux, trois rencontres avec l'ami Amma. Voilà. Alors, Qui est bah là. justement, Voilà. ce qui est, donc on va essayer de mettre un petit peu Je te de laisse te tirer des débrouiller avec tout fils. ça, Ludovic. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Déjà, ce que j'aime bien relever des mots que mes invités Emploi. soulignent, et tu as souligné un mot qui est le mot éveil. La nuit de feu, c'est bien Hum. ça. Qu'est-ce que c'est que l'éveil pour toi? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, enfin, plusieurs
façon de décrire cette expérience Il y en a et plein. comment est-ce que toi tu l'exprimerais? Il y en a plein, en fait. Alors déjà, il y a l'expérience, même si c'en est pas une, mais c'en est quand même une, en soi. Et ça, je pense que chaque personne qui a vécu ces moments-là ont vécu des moments qui ont plein de points communs, mais qui ont des différences. Il y en a qui ont vécu ça dans des moments de détresse, il y en a qui ont vécu ça dans des moments de splendeur de la vie ordinaire. Là, je parle hein, Mm. de détresse de la vie ordinaire, etc. Moi, j'étais chez un monsieur et on partait sur un week-end de réflexion autour des Indiens, etc., de l'association, etc. Et en fait, au milieu de la nuit, il y a une énergie qui m'a réveillé. Et pendant 2, 3 heures, je me suis trouvé traversé par une énergie que je ne connaissais pas à l'époque, que j'ai revue depuis, mais que je ne connaissais pas, qui était extrêmement puissante. J'avais l'impression d'avoir de la lave dans le corps. Je n'arrive pas à trouver autre chose que ça, de la lave dans le corps qui me traversait. À l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui disait, t'es en train de mourir, mais t'inquiète pas. Tu vois, pof. T'es en train de mourir, mais t'inquiète pas, ça je me rappelle. Le lendemain, alors les 2 jours après ont été extrêmement compliqués parce que là je parle d'un point de vue fonctionnel, parce que quand tu vis un truc comme ça, en tout cas pour moi, je pense que ça aurait été mieux d'aller me mettre tranquille assis quelque part, quoi, puis, Mm. et là, De se recentrer. fallait que j'interagisse avec un groupe. Donc, j'ai fait une journée et le soir, j'ai dit à mes copains, j'ai appelé 2 copains à moi qui étaient des copains d'enfance, qui étaient administrateurs d'association. Je leur ai dit, les copains, je vous expliquerai ce que je vis un autre moment, mais c'est trop fort. Je m'en vais, vous faites sans moi le lendemain. Ouais. Et je suis parti. Je suis parti et à 50 bandes, je m'arrête sur une route dans une forêt et je marche dans la forêt. Je marche comme ça, je fais 200 mètres dans la forêt et je me sens en connexion avec les arbres, le lieu, etc. Et je vois arriver une biche devant moi à quelques mètres, et on a une sorte de connexion, de communication, je dirais. Et je repars, mais c'est magnifique, quoi. Tu vois, voilà. Donc ça c'est ce qui se passe. Et après, ce qu'on peut comparer, c'est comment ça fonctionnait après, comment ça fonctionne avant, et comment ça fonctionne après. Ça, on peut mettre des mots là-dessus, des mots qui sont du ressenti, etc. Alors, Alors, ça arrivait il y a 15 ans, donc je disais peut-être pas ça au départ. Mais aujourd'hui, ce que je dis, c'est que, en fait, l'éveil, pour moi, c'est la même chose. Je vis comme je vivais enfant. Je retrouve ce côté spontané de la vie, ce côté horizontal de la vie, ce côté de la présence à l'instant, à ce qui est là. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier. Et quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'hier, il n'y avait pas de demain. Je faisais mes châteaux de sable sur la plage. Il y avait que ça qui comptait, tu vois. Donc, en fait, il y a ce côté présence à l'instant. Il y a ce côté détente aussi quand même, hein. Parce que présence à l'instant, on pourrait croire aussi contraction. Pas du tout. C'est une présence détendue à l'instant et ce côté extrêmement spontané. Le mot qui vient, j'ai édité un bouquin d'un monsieur, on a beaucoup échangé sur le titre et en fait on appelait son bouquin Grande Vie et j'ai pas d'autre mot que ça en fait. Pour moi c'est la grande vie quoi. Ça a explosé des frontières qui étaient là, des barrières, un cadre qui était là. Peut-être qu'on pourrait dire que la vie, entre guillemets, non éveillée, parce que c'est pas moi qui m'ai éveillé, c'est quelque chose qui s'est passé à travers moi. C'est un peu comme si j'étais enfermé dans une prison et que sans bouger, les murs de la prison explosent, en fait. Donc, spontanéité, etc. Une grande verticalité et aussi le fait, du coup, d'interagir avec la vie de façon directe dans l'instant. C'est-à-dire qu'il y a une situation, il y a une interaction avec quelqu'un, et à l'intérieur de moi, il y a comme une sorte de métronome qui, entre guillemets, qui n'est pas moi, mais ça décide dans l'instant, oui, non, peut-être, je reste, je m'en vais, Mm. ça va pas, je m'en vais, quoi, tu vois. Donc, au départ, ce que je sens, en fait, c'est que d'un point de vue social, ça peut être un peu space. Parce que tu es quelque part, on te pose une question et tu donnes la réponse en temps réel, quoi. Mm. Alors avant, je mettais 2 jours quoi, 2 jours ou 2 heures ou 2 minutes à réagir, à passer par une sorte de réflexion intellectuelle. Il y a plus de réflexion intellectuelle, en fait.
Il y a une sorte de connexion intuitive, je dirais, en fait. On est sous le jeu de l'intuition profonde, de l'intuition qu'on pourrait qualifier de spirituelle. Après, mettre des mots là-dessus, c'est super compliqué. Quoi, on peut mettre n'importe quel mot là-dessus. Ouais, c'est ce que moi, j'embête tout le monde avec mes questions. Non, non, mais Non, mais c'est c'est normal, vrai. hein. Mais, C'est normal, hein. mais Mais en tout cas, la différence, elle est claire, quoi. justement, il y a une question sur les différences là qui me vient, c'est par rapport parce que tu as un parcours jalonné de pratiques quand même. J'ai un parcours, j'ai une pratique essentiellement sur le corps. Voilà. Ouais. Et est-ce que depuis cet événement, la pratique a la même place dans ta vie? Non, comment dire ça? J'avais avant une pratique qui était plutôt régulière. Hmm. J'avais une pratique qui était quand même empreinte des expériences. Il y avait comme une sorte de toile de fond des expériences que j'avais vécues, qui venaient un peu interférer, je sais pas quel mot on emploie, sur l'expérience du présent. Pour être clair, je sens mon pied droit, je sens la vie dans mon pied droit, etc. Soit il y a une fraîcheur totale de la sensation, soit il y a une sorte de comparaison quelque part de la sensation la meilleure que j'ai perçue avec celle d'aujourd'hui. Et ça, après septembre 2008, il n'y a plus cet effet de yo-yo, de comparaison. Il n'y a plus de comparateur à l'intérieur, en fait. Tu vois? Donc, il n'y a plus que Une la fraîche, il y a liberté. plus que la fraîcheur de l'instant, en fait. Hmm. Donc, et du coup, d'une pratique régulière, ça devient une pratique irrégulière. Mais il y a plus, mais quelque part, je pourrais dire, il y a presque plus de pratique parce que ça peut être une pratique debout, en marchant. En même temps, tout devient pratique. Voilà. Toute la vie devient pratique, entre guillemets. Voilà. Mais de temps en temps, il y a des moments où ça s'assoit et ça ferme les yeux. Mais ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que quand ça s'assoit et ça ferme les yeux, c'est pas pour 5 minutes, c'est pas pour un quart d'heure. C'est plutôt des longs moments, par contre. Je peux rester en méditation pendant 1 heure et demie, 2 heures. Bon, c'est pas comme les bouddhistes zen qui restent pendant 7 jours, mais je peux rester plusieurs heures. Voilà. Voilà. Mais en fait, tout devient, toute la vie devient sensible. Je sais pas comment dire, en fait, toi. Devient plus sensible. Touche, tout, le toucher, tout devient vivant. Le toucher, le regard, l'ouïe, tous les sens deviennent beaucoup plus présents. On est quand même loin de la transcendance que l'on retrouve dans certains courants qui est un peu détaché de tout, où il y a un certain contournement même de l'expérience. Et Ouais, là, on est plus dans le... euh, ça, j'ai pas connu. Alors peut-être que j'ai connu et que ça a traversé, mais en tout cas, c'est pas ce que je témoigne, en fait, hein. on est plus dans quelque chose de presque tantrique, c'est-à-dire En même temps, où... il y a un grand détachement du rapport au monde. Ouais. Euh, le monde est comme il est, la situation qui est devant moi est comme elle est, etc. J'interagis avec. Il y a une sorte comment dire, si la situation est bonne, entre guillemets, il y a une sorte d'interaction pour donner le meilleur de moi dans l'instant, et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Et Ah, et après, il y a d'autres phénomènes qui arrivent, qui sont des phénomènes de... Alors là, on partira plutôt sur les peuples racines, le chamanisme, etc. Qui sont justement, plutôt des phénomènes avec l'invisible. Voilà. justement, très très belle transition Ah, je lui passe la perche, j'aurais pas dû, très c'est très pas bien, grave. j'adore, c'est Voilà. parfait. Et donc justement, revenons un petit peu à ces peuples, alors peuple premier, peuple autochtone, peuple racine. Euh, com- Qu'est-ce qui, bon, j'imagine que c'est le hasard de la vie, mais comment finalement tu t'es retrouvé à être aussi impliqué dans cette relation avec certains peuples premiers et qu'aujourd'hui tu t'investis notamment dans le cadre de Native oui, cette question est très complexe, mais finalement, Et vas-y, on fera qu'est-ce que quelques ça t'a sous-questions appris? après. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris? Alors,
Déjà, peut-être comment d'un point de vue chronologique, ça marche pour moi. Mhm. Les peuples autochtones m'intéressent depuis l'adolescence. Pourquoi? J'en sais rien. Ça a commencé probablement avec des films, notamment Little Big Man, qui est un film avec Dustin Hoffman, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Voilà, donc euh, je suis extrêmement touché, des bouquins aussi, je suis extrêmement touché par ce que je perçois de leur rapport au monde, en fait. Et ils ont un rapport au monde qui est quand même assez différent du nôtre. On pourra en parler hein, et revenir là-dessus de façon plus large. Et puis, il y a 25 ans, il y a 27 ans, 28 ans, je commence à aller à des conférences, une trentaine d'années. Et puis, au milieu des conférences, il y en a une qui m'arrête, en fait, qui me scotche, qui est la rencontre avec un peuple qui s'appelle les Indiens Codis, qui sont un peuple qui vit dans le nord de la Colombie, sur une montagne qui s'appelle la Sierra Nevada de Santa Marta, la plus haute montagne en bordure de mer, et eux, ils appellent ça le cœur du monde. Bon, très bien. Et je me retrouve la première fois, je me retrouve avec un jeune mec qui a une trentaine d'années, qui est pas un chaman, mais je sens une qualité de présence chez lui que j'ai rarement senti. À l'époque, j'avais fait Gurdjieff et Louis Sansa, hein. Voilà, donc, et je rentre là-dedans comme adhérent de l'association, puis trésorier, puis administrateur, trésorier, président pendant 10 ans. Et je les reçois X fois ici, euh, des rencontres extrêmement fortes, tant sur le plan de l'événement extérieur, d'organiser des choses avec eux, si tu veux, de la parole qu'ils portent, qui est extrêmement forte et là on peut rentrer dans le ressenti et dans quel niveau ils ont d'expérience et de rapport au monde. Moi, ce qui me frappe depuis le départ, c'est cette non-séparation avec le vivant, en fait. Ils te disent, plusieurs peuples autochtones disent, nous sommes la nature. Et nous, on s'est sorti du paysage, on a créé un truc qui s'appelle l'environnement. Je suis un peu caricatural, hein, mais bon, Mhm. faut bien être caricatural à un moment. Sans ça, il passait 3 jours. On a créé l'environnement et on a segmenté l'environnement, on a segmenté le vivant, en fait. Y compris sur un plan technique extrêmement remarquable. Je ne sais pas dans quel état je serais physiquement si je n'avais pas rencontré les chirurgiens et les médecins que j'ai rencontrés, y compris des médecins alternatifs, des médecins énergétiques, etc. Voilà, les deux, les deux, colonel. Euh, et ça me frappe énormément, si tu veux. Je retrouve là-dedans un écho avec une spiritualité qui est quelque part la mienne, en fait, ou celle qui m'a imprégné. Cette spiritualité que tu disais ancrée sur le corps, mais ancrée l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, l'ouverture aux énergies, aux animaux, aux humains. Commençons par les humains. Déjà à moi, aux humains, aux animaux et aux vivants sous toutes ses formes. Le minéral, le végétal, qu'est-ce qu'il y a dans l'air qu'on respire, etc. Tu vois. Et donc se retrouver devant des gens qui ont ce rapport au monde non séparé, ça me ça me touche énormément, quoi, en fait. Ça, et puis je vis très très vite avec eux deux types d'expériences. Des expériences qu'on peut qualifier de transcendantes. J'en ai déjà vécu des expériences transcendantes, hein, avec mes différents enseignements, j'ai vécu des trucs où de temps en temps je partais je ne sais où, discuter avec je ne sais qui. Bon, ça très bien. Donc des expériences de transcendance qui m'ouvrent des perceptions et une sorte de dialogue entre visible et invisible. Et eux, je les vois faire aussi sur la reconnaissance de ce que nous on appelle la nature, qui est d'une profondeur incroyable. Chaman ou pas chaman. Ils ont une lecture du monde, une lecture de ce qui est là dehors, qui est très très surprenante. Ils vont, tu visites une montagne avec eux, et là ils vont te sortir un truc en disant, tu vois là, il y a quatre pics. Et ben le deuxième pic là, c'est lui le patron du site. C'est lui qui dirige, c'est lui qui est le directeur de la montagne, ou la directrice de la montagne. Et là, tu te dis, Ouais. c'est quoi cette vision du monde où tout est vivant, tout est interconnecté, interrelié, tout a un esprit.
et dans lequel il y a une forme de hiérarchie. Tu vois. Euh, quand ils me disent que quand vous polluez un lac, tous les lacs sur la planète, tous les lacs autour savent que la pollution a lieu, tous les lacs sur la planète savent que la pollution a lieu. mm, Ce que vous faites à la Terre, tout le cosmos le sait. Tout est interconnecté, tout est un en fait, on pourrait dire, Ludovic, hein. Tout est un, tout circule. Et du coup, ça rejoint vachement la physique quantique aujourd'hui, en fait, hein, où il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, etc., mm. quoi. Voilà. Et ces gens-là vivent dans la nature, n'ont aucun de nos outils techniques et ont une lecture du vivant qui est d'une précision. Moi, un jour, j'ai fait un soin avec trois chamans de Cogni en même temps. Ils ont fait des lectures de moi, des énergies de mon corps et même de ce qui m'est arrivé à la naissance, qui était extrêmement costaud, quoi. Donc voilà. Et puis native, ça c'est autre chose. Ouais. À native, c'est arrivé il y a 6 ou 7 ans, en fait. C'est arrivé sous forme de questions pendant des méditations, pendant des rêves. Je recevais, je ne peux pas dire autre chose que recevoir, des sortes de flash qui me disaient existe-t-il un média dédié au peuple autochtone, tu vois? Mm. Flash assez long quand même et Oui, assez oui, c'est précis. précis. Ouais. Et donc, quand je redescendais de mon flash, on va dire, hein, je me suis mis à chercher et j'ai rien trouvé. En fait, en langue française, j'ai Mm. rien trouvé. J'ai vu des revues et des sites en langue anglaise, mais pas en français. Bon, j'ai quoi? J'ai 55 ans. J'ai encore 7 8 ans à travailler. Je me dis dans ma petite tête, même dans mon cœur, je me dis, on verra ça plus tard. Mm. Et puis en 2018, le 4 décembre 2018, je me rappelle très bien, il y a une émission qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue chez les Mm. Cogis. Et les Cogis, je les connais bien, puisque pendant 20 ans, je les ai fréquentés. L'émission m'estomaque. Je sais pas comment dire autrement. Je je suis même très surpris que des gens de la télé française aient pu faire ça avec eux, et puis rentrer dans leur lieu de prière et dans leur lieu d'échange, on dirait dans leur temple, s'il faut prendre un mot qu'on peut comprendre, hein. Euh, et puis, euh, et puis en fait, je suis visité quelques heures après par une sorte de d'énergie qui me susurre à l'oreille l'urgence de faire native. Bon, très clairement, ça me va pas, hein. Sur le plan, sur le plan vertical, zéro problème. Sur le plan horizontal, non. Mais quelque part, tu peux pas résister à ça. Mm. Donc, je commence à rédiger un draft de 2 pages que j'envoie à 7 personnes. Et les 7 me répondent super. Ils m'auraient dit c'est pas terrible, ça serait arrêté là, manque de peau. Ils m'ont dit super, si on serait bien on partirait bien avec toi. Bon, très bien. Donc, je refais un tour de table financier auprès de mes amis que je sollicite une deuxième fois, les mêmes et des nouveaux. Et, et j'arrive à réunir la moitié de la somme qui me paraissait correcte pour démarrer un projet pareil. Je me dis, je sais pas. J'ai eu plein d'infos en fait qui sont venues toutes seules sur voilà, des choses extrêmement précises à faire et à pas faire. Voilà. Et y compris le montant qu'il fallait au départ, tu vois. Donc, ils sont branchés là-haut quand même, hein. Donc, voilà, quoi. Donc, et je pars avec la moitié de la somme. Donc, ça a été quand même compliqué. Et on devait lancer Native dans une conférence à Bordeaux le mardi 17 mars 2020. Je Ouais. crois que le 16 mars 2020, il s'est passé un petit truc. Voilà. On avait annulé tout à une semaine avant. On voyait Mm. arriver le Covid, le confinement, etc. Donc on avait tout arrêté. Et donc on a démarré Native que réseaux sociaux, téléphone, mail. Mhm. Voilà. Et puis depuis, bah, il s'est passé des choses. Comme je dis toujours, on me dit comment va Native, je dis on est toujours là parce que ça n'a jamais été simple, mais c'est comme ça, hein. Et quand l'horizontalité descend dans la matérialité, il se passe des choses, on est d'accord, hein. Mm. Nos amis qui changent de vie
dans le cadre de leur parcours spirituel, des fois, le changement de vie, il se fait pas en 5 minutes, quoi. Puis ça peut être matériellement compliqué, hein. On est d'accord, quoi, voilà. Donc on est toujours là, et puis là, on travaille, on a des choses à faire dans les prochains mois, années. On organise des événements, on reçoit des représentants des peuples autochtones. On a un projet d'expo à partir de 2025 avec un photographe qui est le rédacteur en chef de Rendez-vous en terre inconnue. Mm. Voilà, donc la feuille de route, on va dire, si on parle comme ça, si on reste dans la partie horizontale de la vie, elle est assez écrite. On verra après comment elle se déploie. Mm. Ça se déploie, ça marche jamais comme tu l'imagines, donc bon. Ça, malheureusement. C'est bien d'avoir un, c'est bien. Moi, je dis toujours en stratégie, c'est bien d'avoir un cap. Et faut pas confondre stratégie et pilotage en fait. La stratégie, c'est j'ai une idée assez précise de où je vais aller, et le pilotage, c'est je vais rencontrer des conditions qui vont m'amener probablement ailleurs, je les accepte et je fais avec. En essayant, si tu vas à New York, de ne pas te retrouver à Hong Kong, Ouais, ça fait un peu loin, ça. ou de revenir au point de départ. Ouais. Ce qui, pour un projet, fait que le projet est mort. Pour moi, revenir au point de départ, c'est que tu as fait un tour de bassin et tu es parti de la boule et tu reviens à la boule, quoi. Mm. Voilà. Tu évoquais l'horizontalité et la verticalité. Ouais, pour moi, Et, ouais. aujourd'hui, dans ton approche, où est-ce que tu te trouves là-dedans? Quelle est ton approche de la spiritualité finalement aujourd'hui? Parce que tu as, quand même une vie d'expérience, de pratique, de Ouais, réalisation. ouais, ouais. Et finalement, si aujourd'hui tu devais dire, voilà, si tu en as une, hein, je ne sais pas, mais mon approche de la spiritualité aujourd'hui, ce serait quoi? Quand tu dis mon approche, tu veux dire le modèle que j'aurais pour présenter ce qu'est la, ce C'est qu'est la, ça, en ce qu'est fait, la vie, etc. comment est-ce que tu présenterais aujourd'hui ce Voilà. qu'est le spirituel pour toi? Bon, alors, déjà qu'on soit bien d'accord, pour moi, tout est un. C'est-à-dire que on est tous dans quelque chose le signe est assez clair, hein, Mm, tout est un. Mais dans ce un, tout, tout n'est pas fusionné, tout n'est pas ensemble. Il y a des niveaux, il y a des strates, etc., etc. Donc, si on parle d'horizontalité et de verticalité, si on parle que la vie matérielle sur Terre, c'est l'horizontalité, et que la vie spirituelle, c'est la verticalité, on est à on peut se trouver, la vie peut nous emmener. La vie est peut-être quelque chose qui est quelque chose qui est le soi, qui est mon essence, le moi véritable qui me constitue. Voilà. Donc, peut m'emmener à l'interface de ça, entre, dans l'instant, entre la vie et ce que j'appelle là-haut la spiritualité, etc. Euh, on pourrait peut-être dire que l'expérience d'éveil, c'est ça, en fait. C'est le fait qu'à un moment, ta vie s'ouvre, ta vie qui était quand même essentiellement horizontale, avec de temps en temps des sortes de soubresauts, comme un truc qui fait, hop, ça se lève, ça redescend, ça se lève, ça redescend. Là, il y a quelque chose qui se lève et qui redescend jamais, en fait. Et sur cette partie oh, verticale, euh, que tu le veuilles ou pas, que tu fasses quelque chose ou pas, chacun voit midi à sa porte, hein. Euh, t'es sur une sorte d'échelle et tu montes et ça monte et ça descend sur l'échelle. mm, Mais tu redescends jamais en bas, en fait. L'image que je prends pour être peut-être plus clair que l'échelle, c'est en fait, c'est comme si tu avais connecté avec de la lumière comme un halogène, et que c'est jamais noir, et que l'intensité de ça varie selon plein de variables, je pense. Tu vois, voilà. mm. Euh, C'est super intéressant. Et justement, tu parles d'échelle ou de variabilité de la lumière. Est-ce qu'à un moment, et bon, ça c'est une question un peu tarte à la crème, mais est-ce qu'il y a un bout à tout ça? Est-ce que à un moment,
finalement, il y a un moment où il n'y a plus de variabilité et Mais on est au bout de alors, l'échelle. attends, qu'on soit bien d'accord. Il y a une forme de variabilité que je qualifierais de euh, relative. Parce que au fond de tout ça, qu'est-ce que je suis? Je suis pas les phénomènes, je suis pas mes idées, je suis pas mes perceptions, je suis pas mes émotions, je suis pas mes sensations. Je suis ce qui est en toile de fond de tout ça, qu'on peut qualifier de le soi, de je suis. Je trouve que le bouquin de Nisargadatta, avec la traduction complète du titre, Mm. qui est I am that et pas I am, et on a oublié le that, c'est un peu dommage. Je suis cela. Ça, c'est ce que je vis fondamentalement qui perçoit tout ce qui se passe. C'est ça. Le fondement de ce que je suis, c'est ça. Et ça, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'on me coupe le bras, on me l'a pas coupé, mais que je me pète la gueule en me pétant le tendon d'Achille, toi, il y a 2 ans et demi, mon tendon d'Achille du pied gauche, qui est la jambe compliquée, c'est pété en marchant, en montant en escalier, c'est pété. Il n'y avait pas une seconde de... Il y avait de la douleur, mais il n'y avait pas de souffrance. Pas une seconde de non, il y avait que oui, Mm. tu vois. Donc en fait, ce qui perçoit, lui, il est intangible, il est pas perturbé, il vit pas dans le relatif, il vit dans une sorte Mm. d'absolu, en fait. Et pour répondre à la question, ça, cela, et c'est ce que j'étais enfant. Si je reviens à ma parabole de qu'est-ce qui se passe sur la plage quand je suis enfant, qu'est-ce qui se passe quand je marche dans la forêt quand je suis enfant, je ne suis que ça, en fait. À partir, il y en a qui disent qu'à partir de 2 ans, ça bascule, etc. Moi, j'ai la sensation dans mes souvenirs que ça bascule un peu plus tard, en fait. Mm. Ça commence à basculer à 2 ans, et ça bascule probablement quand la fontanelle se referme, c'est-à-dire à 7 ans. Mm. Ce qu'on appelle soi-disant l'âge de raison. Tu vois. Mais en fait, si je suis cette ultime, entre guillemets, cet ultime, lui, il vit tout ce qui se passe à l'extérieur comme un film. C'est ça que que tu voulais entendre, Ludovic, ou pas? Je sais pas, moi. Ben, je n'avais pas d'attente Moi particulière, non plus, ça tombe bien, mais, hein. c'est une très belle réponse. Et puis, C'est ce que j'appelle la grande vie, vivre. On vivait dans un truc qui était fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, mais qui était quand même largement plus fermé qu'ouvert, en fait, hein. Et là, on vit dans l'ouvert, en fait. Et, et- et en fait, les degrés que je disais ne sont que des degrés parce que quelque chose, comment dire, absorbe l'énergie dans l'instant pour me couper plus ou moins de la perception de cet arrière-plan qui perçoit, en fait. Je me trouve attrapé, quelque chose m'attrape. Je sais pas comment dire, comme l'insecte qui va dans la lumière, en fait, hein. C'est-à-dire que je crois à la lumière et je me colle à la lumière, quoi. Alors que quelque part, il se passe rien. Quelque part, dans l'ultime, il se passe rien, en fait. c'est très imagé. Moi, Donc, j'aime bien les images. Donc, c'est vivre les deux, en fait. ouais. C'est vivre l'horizontalité et cette verticalité. Et tu sais, au fond de toi-même, de façon, j'allais dire, tu le sais cellulairement, tu le sais partout, dans tout ton corps, peut-être dans tous tes corps, tous les corps qu'on appelle les corps astraux, etc., les corps qui seraient extérieurs au corps physique. Tu sais ça de façon, indubitable. Comme tu sais que ton corps bat tout... C'est pareil, ton cœur bat tout seul, tes poumons se remplissent d'oxygène et tout ça, le sang circule tout seul, etc. Ce qui perçoit est là tout le temps, en fait. Mm. C'est juste que j'étais pas ouvert à ça. Oui, ça fait penser aussi un petit peu au mouvement de la respiration et au fait que ça se fait tout seul. Mais quand on commence à se poser trop de questions sur comment est-ce que ça se passe, Ah bah, et là, on ne sait même plus respirer finalement. ça devient insupportable. Et alors, pour te parler du modèle qui est le mien dans ma vision d'aujourd'hui, qui est la vision d'aujourd'hui, que je peux partager, qui est pas forcément celle de tous mes amis spirituels, hein. Moi, ce que je ressens profondément, c'est ça, c'est le fait que dans le plan horizontal dans lequel on est, le fait que
les humains, deux choses. Un, le fait que l'homme est peut-être la seule espèce sur Terre à vivre ça. Tout le reste, l'oxygène sur la planète, l'océan, l'eau, les pierres, les animaux, ils vivent, j'allais dire, ils vivent peut-être mieux que nous parce ils ont pas ils vivent connectés à la vie de façon totale, en fait. Ils n'ont pas cette déconnexion, cette séparation de moi séparé de la vie par lesquelles on passe tous, sauf exception, tu vois. Donc, quand tu vois les animaux, les chats, les poissons rouges, les arbres, etc., ils vivent ce pourquoi ils sont faits, quoi, sans se poser de questions. Mm. En fait, on est probablement la seule espèce à se poser la question, quoi. Donc, moi, ce que je ressens profondément, c'est dans la verticalité, euh, et dans l'état du monde d'aujourd'hui, parce que si je m'intéresse aussi aux peuples autochtones, c'est parce que eux parlent beaucoup de le non-contact qu'on a avec le vivant et la destruction du vivant qui est en train de se produire. Mais dans la verticale, dans l'orientalité, ce que je sens, c'est que selon le degré d'ouverture qu'a lieu chez chacun de nous, moi, j'aime pas le vocable état modifié de conscience. Ça ne m'a jamais parlé. Qu'est-ce qui est modifié? L'état, la conscience. La conscience de qui? C'est quoi la conscience? Ça me parle pas, moi. Bon. Pour moi, la conscience, c'est tout, hein. Voilà, hein, c'est pas, j'ai pas de conscience séparée. Mon cerveau n'a pas de conscience, en fait, hein. J'aime beaucoup la physique quantique pour ça, parce que je trouve que la physique quantique est en train de rejoindre pas à pas. Les physiciens sont en train de rejoindre les spirituels pas à pas, en fait. Ce que racontent les autochtones et ce que racontent les spirituels depuis des milliers d'années, on y arrive, en fait. Bon. Qu'est-ce qu'on va en tirer? J'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que si je prends individu par individu, selon son degré d'ouverture, selon son degré de verticalité, moi, je parle d'ouverture du champ de la conscience. C'est pas moi qui vais forcément le faire, hein, ça, attention, hein. Mais à un moment, le champ de la conscience s'ouvre ou pas. Et je parle peut-être d'un champ de la conscience au départ qui est comme ça, hein. Mm. Et comme ça, je suis séparé du vivant, je dirige ma vie, etc., etc., jusqu'au moment où ça s'ouvre. Donc, selon le degré de verticalité, si on peut dire, je sais pas comment tu dis, d'ouverture de chaque personne, et ben, la façon dont j'interagis au monde n'est plus la même. Pour prendre un exemple pratico-pratique que tout le monde connaît, le Mahatma Gandhi n'interagissait pas avec le monde comme d'autres hommes politiques avant lui et après lui, et n'avait pas le même impact sur le vivant, n'avait pas la même compréhension des vivants, n'avait pas le même dialogue avec le vivant, etc., etc., etc. Le Mahatma Gandhi, Luther King, mais aussi le mec qui était sans jambes au coin de mon hôtel à Bombay, on avait un maître spirituel dans une caisse à savon à 50 mètres de l'hôtel qu'on était à Bombay chez Ramesh. Tu vois. C'est pas voilà. Et donc, et donc, quelque part, suivant ce degré d'ouverture, alors on pourrait mettre le mot conscience, ce Mm. degré de conscience avec un petit C dans ce cas-là, et la grande conscience avec un grand C pour que ça soit compréhensible. Suivant ce degré de conscience, mon rapport au monde n'est pas le même, mon rapport à moi n'est pas le même, mon rapport à l'invisible n'est pas le même, parce que chez certains, il n'y a rien, quoi. Et donc l'interaction que j'ai avec le monde n'est pas le même. Ce qui veut dire que si demain le Mahatma Gandhi passe par Moscou, par exemple, il ne se passera pas la même chose qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, Et ça et rejoint. pour moi, l'état du monde est lié à ça. C'est-à-dire que l'état du monde est lié à ce que individuellement et collectivement, du coup, on soit dans une ouverture ou pas, dans une ouverture du champ de conscience. Bon, voilà. On pourrait penser dans ce cas-là qu'il serait quand même plus souhaitable, entre guillemets, pour tout un chacun, que, il y ait plus d'ouverture finalement. Très probablement, oui. Mais bon, peut-être qu'on est là pour vivre ça aussi, hein, tu vois. C'est-à-dire que, Effectivement. vu du côté de l'ultime, peut-être que tout ça est nécessaire, voilà. Mm. Mais il y a quand même un plan relatif qui est là, quoi, tu vois. Donc, et puis ce que je perçois de façon extrêmement forte,
je le perçois à la fois analytiquement, l'état du monde, l'état de la biosphère m'intéresse depuis 40 ans au moins, 45 ans, quoi. Donc, j'ai lu beaucoup de bouquins sur changement climatique et biodiversité. Eux, ils parlent de vivant, nous, on a tout segmenté, tu vois. On a mis les océans d'un côté, l'air de l'autre, les pôles, la biodiversité, les forêts, machin, etc. Les émanations du soleil. Mais eux, ils parlent que du vivant, quand les peuples autochtones. Donc, on a plus de vision globale, en fait. On a très peu de vision globale. Et cette ouverture du champ de conscience, peut-être, donne de plus en plus une vision globale. En tout cas, je sens bien que j'interagis pas de la même façon. Et les gens que je vois dits, entre guillemets, éveillés, faudra qu'on en parle, parce que moi, je veux bien ouvrir le sujet avec d'autres, hein. Mais est-ce que vous interagissez exactement de la même façon avant et après? À voir, hein. Et le monde sur le plan horizontal ne va pas bien, on est d'accord, quoi. C'est-à-dire que il y a des milliards d'espèces, on est la seule espèce à la fois s'autodétruire, individuellement et collectivement. Je picole comme un trou, je fume comme Mm, et je mange comme 15, donc à un moment je m'autodétruis à petite dose ou à grande dose, et on est la seule espèce à détruire la biosphère en fait. Parce que pour moi, à la différence de eux, sans en faire des hommes parfaits, sans en faire mm, une élite ou je sais pas quoi, quoi. Là-dessus, je suis extrêmement prudent. À la différence du fait qu'eux, ils sont restés dedans. Nous sommes la nature. Nous, on s'est séparés de la nature en fait. mm, Et puis on est quand même extrêmement déséquilibré, je trouve. C'est-à-dire que si on parle énergie et les pôles, on peut parler des pôles féminins et masculins qui nous composent. Je vois des bouquins de philosophes français qui disent, ouais, la place des femmes dans la société, la révolution est faite. Pour moi, pas du tout. Mais pas du tout, quoi. La place des femmes dans la société, d'un point de vue horizontal, elle y est pas, mais on s'en fout, quoi. Et d'un point de vue vertical, on n'a pas réconcilié les pôles qui nous constituent. On n'a pas réconcilié le masculin et le féminin. Nous sommes des êtres androgynes. Et en fait, le pôle masculin chez 90% des humains, cerveau droit, cerveau gauche, on appelle ça comme on veut, quoi. mhm, On peut trouver toutes les images qu'on veut, a pris le pas sur l'autre, en fait. Et, dans, et peut-être que l'ouverture du champ de conscience peut nous réconcilier, en fait. On va pas devenir des peuples autochtones, hein. On va pas repartir dans la forêt. Moi, j'ai pas posé mon costume, j'ai pas posé mon téléphone, ouais, j'ai pas laissé ma bagnole, etc. Je sais pas faire ça. Et en plus, j'ai besoin de la technique pour vivre, j'ai besoin de recevoir des soins toutes les semaines pour être debout, etc. Donc ça marche pas. Mais est-ce qu'à un moment, on peut pas se dire, notre modèle n'est pas viable? Est-ce qu'on peut pas prendre le meilleur des deux modèles, en fait? mm. C'est compliqué, on est 8 milliards, hein. Et c'est pas la priorité, hein. Ça me fait penser un peu au... Il y a Thich Nhat Hanh, bon, qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui est ce maître zen qui parlait beaucoup de l'interdépendance, l'inter-être, C'est ça. et ils ont sorti, je crois que c'est juste avant sa mort, un livre et un programme qui s'appelle Le Zen et l'art de sauver la planète, parce qu'il était très impliqué aussi sur Mhm. cette interdépendance. Et effectivement, je pense que on peut plus vraiment se séparer. Enfin, c'est même pour les personnes qui sont pas nécessairement dans un milieu spirituel ou quoi, mais on peut plus vraiment se séparer. On peut plus ne pas avoir conscience de l'impact C'est ça. et du fait qu'on n'est pas séparé de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit. Et puis finalement, c'est aussi sauver la planète. Bon, finalement, j'ai Bon, la l'impression planète, que elle nous survivra. Elle est c'est là ça. depuis 15 milliards d'années. C'est aussi l'art de sauver l'être humain, quoi, quelque part. Hein. Donc, Pour moi, il y a une fine couche de vie sur la Terre. Pour moi, tout est vivant, hein. Pour eux, tout est vivant, hein. Tout, tout. L'air, l'eau, les pierres, les planètes, etc., etc., quoi. Et tout est vivant et tout est en dialogue. Et alors moi, il y a des trucs qui me sidèrent chez eux. Une anecdote quand même, parce que de temps en temps, c'est bien, tu vois. Un jour, il y a un chaman Koyi qui est dans un institut d'astrophysique à Londres.
dans lequel il y a des photos de Hubble. Donc Hubble, c'est une fusée en fait, je sais pas si c'est le bon mot, une fusée, hein, qui voyage à travers plusieurs galaxies, qui fait des photos. Et donc à un moment, il rentre dans une pièce dans laquelle il y a plusieurs clichés de Hubble. Il s'arrête devant un cliché, il prend et dit Oh, ah bah ça c'est la planète, et il donne le nom de la planète. Nous on l'appelle comme ça. Le mec lui fait répéter 2 fois. Lui dit mais elle n'est pas visible de la Terre. Elle n'est pas visible de la Terre dans nos outils techniques. Comment vous pouvez savoir ça, vous, sur la montagne à 4 000 mètres, avec rien? Bon. Et là, le mec leur sort un truc. Je pense que les gens l'ont fait répéter encore 2 fois ce qu'il venait de dire. Il leur dit, et en plus, elles sont deux. C'est des planètes sœurs. Et derrière, il y a une autre planète qui est interconnectée à elle. C'est comme s'ils étaient deux, que ces deux planètes sœurs. Et les mecs ont dit, mais c'est dingue parce que c'était pas sur le cliché, mais on a fait des clichés autour de cette planète et on a vu une masse dans la profondeur, dans le sombre, etc. On a détecté une planète qui était une masse, une sorte de tache sur une photo. Et l'autre, le chaman de la Sierra Nevada, leur sort ça, tu vois. Voilà, alors, voilà. Mais, ok. Donc, ils ont un contact avec le vivant. Quand je dis qu'ils ont un contact avec le vivant qui est exceptionnel, c'est ça, quoi. C'est que ils ont une lecture du ciel que même nous, avec nos outils techniques, on n'arrive pas à avoir. C'est Et fascinant. donc pour eux, la vie est sacrée, le vivant est sacré. Euh, Oui, puis c'est pas un objet de consommation, c'est juste la vie, quoi, en c'est fait. ça, tu vois. Et j'aime beaucoup, tu vois, si tu me demandes une citation, je sais pas si vous me la donnez, mais la demandez, mais plus ça va, plus j'adore la citation de Gandhi qui dit Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Parce que vouloir quelque chose, euh, soit au travers d'une pratique spirituelle, en fait, ce qui me paraît intéressant, c'est d'incarner complètement ce qu'on ressent, en fait, et de témoigner de ça, en fait. Si ça reste un cas d'étudiant, si je fais ça comme un étudiant dans laboratoire, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ce qui est important, c'est l'être. C'est ce que je suis. Comment j'interagis avec les autres, comment j'interagis avec moi-même, euh, et comment j'interagis avec le vivant. Et là, chez les spirituels, je vois de tout. J'en dirai pas plus. Je te remercie pour tout ça parce que c'est très riche. Il y a plein de pistes d'exploration, et même à titre personnel, hein, je veux dire, moi j'ai très peu de connaissances sur les peuples premiers, pour ne pas dire aucune. Je te remercie vraiment d'avoir partagé et puis de m'avoir accordé un peu de ton temps. Merci, Ludovic, et merci aux auditeurs, hein, puisque il y aura peut-être quelques auditeurs qui nous Oh regarderont. oui, je l'espère, je l'espère. Ben, je te souhaite une bonne soirée et puis je mettrai tous les liens pour Native, également pour ton livre, si ça intéresse des personnes, pour qu'ils puissent creuser un peu la question. Eh ben, super. Ben, je te souhaite une voilà, bonne soirée. Merci Au à toi, Ludovic. revoir. Bye bye. Ciao, ciao. Bye.